Mais tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation à cette double journée. Merci d'être là un samedi matin. Je vais essayer de parler pas trop vite pour les interprètes. J'ai l'habitude de parler très vite, donc souvent le naturel revient au galop. Donc je remercie notamment Jean-Louis Delatte de m'avoir associé à cet événement pour deux raisons. D'une part, parce que lorsque j'ai commencé ma thèse, il y a, je dirais pas combien de temps, elle portait sur la fermeture des mines et la construction européenne. Et je voulais terminer dans mon dernier chapitre le processus de patrimonialisation en Europe. Malheureusement, j'ai pas pu aller jusque-là parce que ça demandait trop de travail, c'était aussi un temps trop rapproché. Et je garde dans l'espoir de pouvoir faire une monographie sur la patrimonialisation européenne ou l'histoire européenne des patrimonialisations des sites miniers de la Pologne à la Belgique en passant par l'Espagne, la Sardaigne ou la Grande-Bretagne, évidemment. Peut-être d'ici 2-3 ans, lancer un projet européen. Donc voilà, c'est un peu dans ce canevas-là que j'ai participé avec plaisir à cette double journée. Tout part d'un projet d'article qu'on m'a demandé sur un numéro spécial de la revue Images du Travail, qui va être publié d'ici quelques mois sur le travail dans la bande dessinée, et un article sur la représentation de la mine, notamment dans la bande dessinée franco-belge. Donc je n'aurai pas le temps d'évoquer tous les éléments de cette recherche, on pointerai quelques-uns, et puis on pourra en discuter par la suite lors de la pause lunch si vous le souhaitez. Donc ce n'est pas tellement associé à une démarche voilà, de muséographie, je dirais ici, ou de quoique, on va peut-être en parler, il y a eu des projets, et tout récemment, justement d'utiliser la bande dessinée comme vecteur aussi auprès de certains publics. Et je vais essayer de voir certaines continuités dans la représentation de la mine à travers la bande dessinée, et puis en quoi la bande dessinée est aussi un vecteur original pour parler de la représentation minière. Donc une structure, je ne vais sans doute pas pouvoir parler de tout, et c'est pas le but, mais quand même peut-être certains éléments, juste les annoncer pour vous montrer une certaine profondeur, originalité aussi du média bande dessinée par rapport, je dirais, à l'univers ouvrier en général et peut-être plus spécifiquement de la mine. Et si je vois que je dépasse trop mon temps ou que j'arrive à mon temps, j'irai plus vite aux conclusions. Il y aura beaucoup d'illustrations qui vous permettra peut-être, du moins je l'espère, de vous montrer la richesse et ou l'originalité de la bande dessinée. Dans mes travaux de recherche, et je ne vais pas les explorer ici en détail, par rapport à l'univers minier, il y a quand même des constantes qu'on retrouve dans presque toutes les bandes dessinées. D'abord, c'est d'utiliser cette histoire charbonnière comme une manière de parler d'un microcosme social, c'est-à-dire une histoire humaine, celle du charbon notamment, mais pas seulement, c'est-à-dire l'histoire des acteurs dans une société de type industriel et pas spécifiquement minière. La deuxième, et qui est une constante dans les représentations artistiques de la mine, avec peut-être une différence au niveau de la peinture, je vais un peu trop vite, excusez-moi pour les traducteurs, c'est la quête du réalisme, la quête de l'authenticité. J'y reviendrai peut-être en conclusion, mais par rapport à l'univers minier, il y a quand même l'idée de garder une authenticité historique très très importante, notamment pour ne pas oublier les drames vécus par les mineurs. Et donc, beaucoup d'auteurs de bande dessinée que j'ai pu rencontrer pour cette recherche ou que j'ai pu interroger m'ont dit que la peur qu'ils avaient de masquer en partie cette histoire dramatique, en partie des mineurs, donc de ne pas l'oublier complètement. Et puis le troisième élément, c'est qu'il y a plusieurs bandes dessinées qui ont eu trait à l'après-charbon, mais qui est un peu spécifique à la production de bande dessinée, qui est un des seuls médias, un des seuls arts, je dirais, qui s'est fortement intéressé à la bande dessinée après l'exploitation du charbon, surtout pour la Belgique et la France. Donc c'est le seul média, je dirais, qui a représenté, il y a quelques exceptions, j'en parlerai, qui a représenté la mine alors que l'exploitation minière s'était terminée.
Juste deux petits mots sur le lien entre monde ouvrier et bande dessinée. Pour certains auteurs scientifiques et pour certains auteurs de bande dessinée, ils considèrent le 9e art, comme on dit en Belgique et en France, en tout cas l'art de la bande dessinée, comme un art éminemment ouvrier. Alors ça peut être sujet à débat, c'est quelque chose qui mériterait sans doute des recherches plus approfondies, mais il y a cette dimension d'art populaire, très très clairement, qui est présente et qui fait objet de recherche encore actuellement dans des revues spécialisées sur cette connexion entre on va dire, monde ouvrier et bande dessinée. Hier, on en parlait. Il y a, par exemple, un très très beau parallèle avec Marcinelle, qui est à la fois cet lieu emblématique de l'histoire industrielle belge, avec le bois du casier, la catastrophe de Marcinelle, et qui représente finalement l'histoire des mineurs en Belgique en grande partie. Alors, vraiment un objet de fixation mémorielle et historique important. Et puis, une des plus grandes écoles de la bande dessinée mondiale, qui est l'école de Marcinelle. Donc il y a presque, sur cette localité, une connexion des deux univers qui s'opère. Quelques mots également sur l'évolution de la bande dessinée. On assiste depuis 10-15 ans, peut-être une vingtaine d'années, à des nouvelles formes, ou en tout cas une explosion de nouvelles formes de bande dessinée, plus adultes, qui s'adressent à un public plus adulte, de la bande dessinée, des non-fiction comics book par exemple, de bande dessinée documentaire, Étienne Davodo est un bon exemple, et beaucoup de bandes dessinées qui parlent du monde ouvrier, des enfants d'ouvriers, des dessinateurs comme Baru en France sur les immigrés. Le combat ordinaire de Manu Larsenet parlait en grande partie de la désindustrialisation en France, des chantiers navals, et même parfois des ouvriers, notamment l'exemple Johnson m'a tué, qui utilisent la bande dessinée comme un média pour parler du processus de désindustrialisation. Donc il y a vraiment une connexion depuis une vingtaine d'années entre, je dirais, le monde industriel, le monde ouvrier et la bande dessinée. Je prendrai les questions lors du lunch, même pour les autres répondants. Donc voilà, quelque chose qui est en soi intéressant et qui explique aussi qu'on va avoir beaucoup de bandes dessinées depuis 15 ans qui parlent du monde ouvrier et de la mine en particulier. Alors, je n'ai pas le temps de faire un panorama historique de toutes les productions qui ont été faites sur la bande dessinée. On retrouve des premières illustrations du monde ouvrier minier dès le 19e siècle, dans les premières formes de bande dessinée. Dans les années 30, un petit peu, et notamment une des premières aventures de Superman se passe dans une mine. Donc ça se passe, c'est une bande dessinée des années 30, j'ai oublié l'année, c'est grave pour un historien, mais c'est aussi illustratif que les premiers comic books américains, on l'oublie souvent maintenant, avaient une critique sociale parfois très très forte. Ça a disparu après la Seconde Guerre mondiale, mais dans l'histoire de Superman ici, on a vraiment une histoire typique des années 30 sur des mineurs face à des patrons charbonniers cupides. Donc c'est quelque chose qui est présent déjà dans les années 30. Des mineurs dans la bande dessinée, un peu moins dans les années 50, 60, 70. Alors parfois le paysage industriel est présent, mais voilà, dans la bande dessinée, je dire, enfantine ou pour enfants de cette période des 30 glorieuses, il n'y a pas beaucoup de choses, notamment qui sont spécifiques sur l'univers minier. On peut citer notamment Pic et Briquet, donc, qui est une bande dessinée des histoires de mineurs faites par les Houillères de France et qui a été réédité par le centre minier de Lévarde avec un certain succès. Et puis de manière épisodique dans certaines histoires, notamment Benoît Brisefer, à un moment il est coincé dans la mine dans cet album. Mais dans l'ensemble, peu de productions vraiment liées à l'univers minier. Et donc je le disais, depuis une dizaine, quinzaine d'années, il y a je trouve une très nombreuse production
Je ne vais pas parler de tout parce que j'ai vraiment pas le temps, je ne pense pas que ce soit intéressant, mais ça montre l'ampleur quand même d'un certain phénomène sur l'histoire minière, l'histoire humaine aussi, avec des périodes très très différentes, 19e, mais surtout 20e siècle, et des thématiques très différentes, et des approches aussi visuelles et scénaristiques très différentes. J'en parlerai un petit peu plus tard. Encore ici, d'autres bandes dessinées. On en a un peu parlé hier lors du workshop. Je ne peux pas tout traiter, mais je vous montrerai peut-être trois cas d'études, et on peut en discuter un peu plus tard, si vous le souhaitez, lors du lunch, mais qui vont vous montrer peut-être la richesse, l'originalité et les problèmes aussi que la bande dessinée peut produire. Malheureusement, voilà, lorsque j'ai préparé cette communication et mon article, le livre, la bande dessinée Pays Noir par Sergio Salman n'était pas encore sortie, donc elle ne fait pas partie de mon corpus d'analyse, mais on en a parlé hier, on pourra encore en parler un peu plus tard. Premier élément que je voulais souligner, qui rejoint certaines discussions qui ont eu lieu hier en séance plénière, je dirais, c'est la présence du chevalement, le mining heaps, cet objet qui est vraiment un totem, qui est un symbole, qui est omniprésent dans la bande dessinée, même lorsqu'elle ne parle pas de la mine, mais qui veut montrer le paysage minier comme structure du récit, ou en tout cas structure géographique. Le chevalement, le mining heaps, est là. C'est souvent la première case de la bande dessinée, une manière de symboliser l'environnement et peut-être même de l'essentialiser. Beaucoup donc, de cette bande dessinée commence par le chevalement, et un des auteurs de bande dessinée, Jean-Luc Loyer, m'expliquait, lorsqu'il habite maintenant près d'Angoulême, mais il vient de la région des charbonnages de France, des Hauts-de-France, il expliquait que lorsqu'il rentrait chez lui et qu'il voyait un chevalement, c'était le moment où il trouvait qu'il rentrait chez lui. Donc, on parlait hier de la destruction potentielle d'un haut fourneau. Eh bien, cet aspect visuel, matériel est indispensable pour les auteurs de bande dessinée, pour vraiment incarner, je dirais, l'univers minier. Donc, c'était un moyen, je l'ai rajouté dans ma présentation, mais pour faire un lien avec les discussions d'hier sur la culture matérielle, l'importance de préserver des objets matériels, et même lorsqu'on va dans l'imaginaire, dans la bande dessinée, eh bien, ces objets matériels sont omniprésents. Je regarde un peu où j'en suis dans le temps. Oui, ça va. Je vais sans doute passer certains éléments. Je vais m'arrêter sur peut-être une bande dessinée qui m'a un petit peu interpellé au début. J'étais très sceptique. C'est la bande dessinée Souterrain de Romain Baudy, qui est une bande dessinée qu'on appelle le style steampunk, qui est un courant artistique, même de mode, qui associe la fantasy et la révolution industrielle. Alors en deux mots, cette histoire raconte des mineurs des années 20 plutôt, 20-30, c'est pas précisé, le lieu non plus n'est pas précisé, il y a une sorte d'histoire générale des mineurs, et ces mineurs sont face à la robotisation de leur métier, la création d'un robot qui les remplacerait. Et donc il y a, je dirais, deux thématiques dans cette bande dessinée, c'est la robotisation, la mécanisation, la disparition potentielle des mineurs, et d'autre part, les rapports de domination. Et dans cette bande dessinée, on a d'abord une première partie assez descriptive, excusez-moi, sur ce qu'est la mine. Et donc l'auteur a voulu, dans les premières cases, dans les premières planches, vraiment être très très précis au niveau même des dessins, au niveau de l'authenticité. On revient avec les débats qu'on a eus hier et encore ce matin, sur être authentique pour pouvoir être crédible. Et c'était d'autant plus important que lui va apporter une dimension, je dirais, de fantasy, qui est très très perturbante par rapport à la quête de réalisme qu'on a d'habitude dans la bande dessinée. Je n'ai pas le temps d'explorer la richesse que peut apporter la bande dessinée comme médiateur d'émotions. J'en parlerai peut-être un petit peu en conclusion, mais peut-être je peux en parler maintenant. On parlait beaucoup des publics tout à l'heure.
je pense que la bande dessinée, en tout cas très certainement dans l'espace francophone, est peut-être une des premières formes d'art d'appropriation personnelle. Lorsqu'on est jeune, on a nos bandes dessinées préférées, c'est la première fois où vraiment on s'investit dans une forme d'art, on se l'approprie. Donc il y a quelque chose ici très très certainement à creuser. Donc beaucoup d'éléments très très précis, une visée authentique, presque patrimoniale de l'univers minier. Vient ensuite ce qu'on pourrait appeler la fantasy, donc en deux mots, ces mineurs en voulant détruire le robot, enfin un mineur en voulant détruire le robot qui menace l'avenir de cette classe ouvrière particulière, crée une catastrophe minière et il se retrouve dans un monde disparu, un monde qui aurait existé par le passé, qui se serait enfoui dans les profondeurs de la Terre, et où ce seraient des personnes de petite taille qui auraient découvert une sorte de molmoth, de monstres comme cela, et qui les auraient dominés, asservis. Et c'est une sorte d'allégorie sur comment les mineurs ont pu accepter cette domination, alors qu'ils étaient des centaines de milliers, qu'ils étaient extrêmement forts, puissants. Comment expliquer finalement l'acceptation d'une domination? Et donc il y a un véritable parallèle entre ces ogres des profondeurs et ces mineurs face au patron charbonnier. Dans les dernières cases, ici vous voyez le parallèle un petit peu. Autre élément, il y a plusieurs thématiques, c'est un peu la richesse aussi de la bande dessinée, c'est d'ouvrir au rôle de la machine comme vecteur de libération potentielle ou d'asservissement. Et donc ce sont des thématiques qui traversent l'histoire industrielle. Donc je vais rapidement passer pour les autres, vu que mon temps va être vite dépassé, mais ça montre la richesse potentielle de la bande dessinée qui s'autorise certaines libertés iconographiques, narratives, que les films, peut-être la peinture a pu le faire, le cinéma et même la photographie n'ont pas osé aller aussi loin dans des formes de rupture par rapport à un certain réalisme, et notamment à l'icône qu'est Germinal. Je vais rapidement passer les slides sur d'autres formes. Peut-être vous connaissez cette bande dessinée, L'Art du chevalement, qui est donc une bande dessinée créée dans le cadre de l'ouverture du Louvre-Lens et qui fait un parallèle entre l'univers artistique et l'univers du mineur, et qui est également très très iconoclaste dans sa manière de représenter un univers minier, et qui pour autant introduit dans la narration, dans les explications, énormément d'éléments sur le vécu des mineurs, et où utilise vraiment une sorte de dreamlike expérience, d'onirisme entre finalement la découverte du monde minier et la découverte des mondes artistiques, avec de très très nombreux systèmes de flashback, et aussi d'arriver dans un futur pour donc vraiment une originalité dans le traitement de l'histoire minière, qui a pu faire aussi l'objet d'autres approches. J'avais déjà parlé de Jean-Luc Loyer, notamment dans Sortir de terre, qui fait une approche beaucoup plus journalistique, documentaire de cette présence du Louvre-Lens dans un ancien bassin minier. Troisième autre exemple, rapidement, qui s'adresse à un autre public, Les Gueules Noires, qui est une sorte de bande dessinée qui s'inspire très très fort des films comiques britanniques, tels que Full Monty, Greystuff, Billy Elliot, Kinky Boots, Pride, qui jouent sur le renversement des rôles, sur la disparition, le début d'une disparition de la classe ouvrière. Et voilà, c'est une bande dessinée plutôt pour enfants ici, et qui envisage d'autres formes de narration, et de nouveau accorde beaucoup d'importance à respecter l'histoire et ne pas oublier l'histoire des mineurs. Je vais aller directement à la conclusion. Une dernière que je voulais citer rapidement, qui est Macaroni, et qui est une autre manière de transmettre une histoire, avec aussi des procédés visuels très très originaux, où ici on a un ancien mineur italien
qui se rappelle l'histoire charbonnière comme un cauchemar à travers la fumée, à travers la silicose, à travers un début d'amnésie. Et puis bien d'autres formes. Il y a certains livres qui sont d'ailleurs ici présentés à la boutique et qui montrent la richesse et la diversité des représentations minières. Donc, quelques points de remarques générales pour aller vite, et on pourrait les développer chacun entre eux. D'abord, c'est un art qui, même s'il est post-charbon, a beaucoup mis les mineurs, peu les femmes dans cette représentation. C'est une question que j'aimerais bien creuser, hein, l'absence des ouvrières, des femmes dans l'histoire minière de manière générale. Elles sont présentes, mais beaucoup moins que les hommes, dans les puits et hors des puits. Le deuxième point, et je l'ai déjà dit, c'est conserver la réalité historique, d'être proche de l'authenticité, même lorsqu'on va dans des univers très 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 éloignés des mineurs. La question d'une production qui a été faite principalement après le charbon, j'en ai déjà parlé. Et puis le dernier point qui est très important et qui peut faire écho à certaines des présentations, c'est la présentation hier et aujourd'hui, c'est finalement on a le public qui pourrait être intéressé à cette bande dessinée, qu'est-ce qu'un musée ou quelqu'un qui financerait une bande dessinée voudrait transmettre, et puis quelle est la place de l'artiste dans cette création et quel message lui-même voudrait passer. Donc là, j'ai été un peu vite, on pourra continuer la discussion, mais la bande dessinée par rapport à d'autres arts forme, je pense, un univers nouveau pour représenter l'âme. Voilà, je vous remercie beaucoup et bonne continuation.